Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. Bon, c'est le début d'année, on sait très bien qu'en tant que lecteur, on n'a plus beaucoup d'énergie. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est 9-10 pépites, moins de 200 pages, qui se lisent peut-être en 1-2 heures et qui vont vous révolutionner en termes de plaisir, en termes de kiff, en termes d'intelligence. Ça va dans tous les sens comme d'habitude. Et pour chacun, je vais essayer de vous expliquer en quoi ils sont absolument brillants et comment je vous conseille de les lire si vous voulez faire de la lecture intelligente. Et je voulais commencer peut-être avec ma lecture préférée de 2024, un livre que j'ai relu 4 fois cette année. 4 fois tout simplement parce que c'est peut-être le livre avec le meilleur concept que j'ai pu lire cette année. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard, c'est juste révolutionnaire. Parce que c'est un livre qui non seulement révolutionne votre pensée quand vous êtes en train de le lire, mais qui va surtout révolutionner le reste de votre lecture, de vos lectures, jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que Pierre Bayard, si on reprend à la nature qui est l'auteur, c'est un professeur d'université, un érudit en littérature française, littérature mondiale, qui vous explique tout simplement que lire, l'activité de lecture, un bon lecteur, les grands lecteurs, Paul Valéry, Proust, qui vous voulez, ne sont pas les lecteurs que vous croyez. C'est un manuel de lecteur et de lecture intelligente. Je l'ai utilisé maintes et maintes fois dans mes cours, vous allez me voir en parler de nombreuses fois dans les prochaines semaines, et l'idée c'est que c'est un livre qui, peut-être en 150 pages, va vous drainer et va vous faire une remise à niveau complète sur votre capacité à lire des livres et à vous demander ce que c'est que de lire un livre. Pourquoi c'est si intéressant, vous allez me dire ? Eh bien, d'ailleurs parce que, premièrement, Pierre Bayard vient avec l'autorité d'un professeur d'université. C'est quelqu'un qui a lu 1000 fois plus de livres que vous et moi, et qui vient vous dire « Ah mais attends mon coco, lire un livre, c'est pas ce que tu penses. » Et même quand tu vois des grands penseurs et des grands lecteurs, eux ne lisent pas du tout comme tu le penses qu'ils lisent. Comment est-ce que c'est révolutionnaire ? C'est révolutionnaire pour vous et pour moi, tout simplement parce que ça vous, premièrement, décomplexe. Ça vous décomplexe parce que quelqu'un vous dit « Ok, si tu veux par exemple tirer un maximum de profit de tes lectures, sache que la meilleure manière de le faire n'est pas de lire entièrement le livre. » D'ailleurs, probablement que si tu lis la totalité du livre, tu en comprendras beaucoup moins que si tu le lisais partiellement. Et oui, c'est choquant, c'est étonnant, ça bouscule, c'est sous la plume d'un universitaire qui vous explique l'intelligence du bon lecteur, du lecteur qui choisit ses lectures, du lecteur qui choisit de ne pas lire certains livres, du lecteur qui fait un travail avant que de choisir un livre, du lecteur qui va organiser ses lectures de telle manière à ce qu'entre elles communiquent, du lecteur qui va pouvoir prendre les meilleurs exemples de Paul Valéry, de Proust, d'autres grands lecteurs, mais qui ont construit et bâti des connaissances, parfois sur d'autres écrivains, en ne lisant précisément pas du tout leurs œuvres. Et on va vous montrer comment les livres, ce n'est pas simplement les lire, c'est aussi savoir les connecter entre eux, et cette capacité à le faire sous une plume extrêmement limpide, extrêmement plaisante, brutalement magnifique. Il n'y a que, je pense, Pierre Bayard qui est capable de le faire. J'ai envie de lire quelques autres livres de lui et je vous en reparlerai certainement prochainement. Mais pour le coup, pour le début de 2025, révolutionnez vos lectures dès maintenant avec ces 160 pages de bijoux. Allez lire Comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard. Maintenant, vous allez me dire, ok Thomas, si j'ai pas envie de lire quelque chose sur la lecture, parce que toi t'es un fanatique de lecture, est-ce que tu peux me faire réfléchir, cogiter sur le monde actuel et tout en faisant ça, en me soignant des mots principaux que notre société actuelle, occidentale tout du moins, nous communique quotidiennement. Celui qui va vous permettre de vous soigner de ces mots-là, c'est Gilles Lipovetsky dans L'Air du vide. Peut-être un des meilleurs essais que j'ai pu lire cette année, tout simplement parce que je crois qu'il a été écrit en 1987. J'ai d'ailleurs pu discuter rapidement sur LinkedIn avec Gilles Lipovetsky. Si vous voulez l'ajouter sur LinkedIn et discuter avec lui, il le fera très gentiment. L'air du vide, ça pose tout simplement la question de pourquoi est-ce qu'on ressent en nous ce vide ? Je pense qu'en début d'année 2025, c'est assez intéressant d'en parler. Ce sentiment étrange de se sentir quasiment épuisé de manière permanente, de se dire « mais pourquoi j'arrive pas à me concentrer face à mes lectures ? Pourquoi
quand je marche, quand je vais au boulot, quand je suis à certains moments derrière mon téléphone, je comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre le sens de ma vie, etc. Lipovetsky, ce qui est assez brillant, c'est qu'il a cette double casquette, je trouve, à la fois sociologique, mais surtout extrêmement philosophique, d'un penseur qui va mettre des termes, des concepts, et va faire un vrai travail d'analyse presque anatomique du fonctionnement de notre société actuelle. Ça reste assez complexe, mais relativement lisible, je trouve, et surtout extrêmement palpable. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui parle à vos émotions, qui parle à votre pathos, qui parle à ce que vous ressentez au quotidien. La beauté de ça, c'est que Lipovetsky, lui, va essayer de mettre des concepts philosophiques et va faire un descriptif de votre société telle que vous la voyez, alors même qu'il écrit juste avant les années 90. C'est un livre profondément actuel et c'est un livre, à mon sens, d'utilité publique en ce que, en mettant des mots sur vos mots, il permet de les guérir. Rien que pour ça, foncez lire L'ère du vide de Gilles Lipovetsky. C'est une masterclass en peut-être 250 pages à peu près, peut-être un peu moins. C'est absolument brillant et c'est une vraie claque que vous allez vous prendre et qui, à mon sens, va vous lancer sur les bons rails pour 2025. Bon, maintenant on passe à toute autre chose, un type de bouquin qui, à mon sens, est juste un ovni. C'est la collection En schéma. Ici, je vais vous partager celui sur Kant que j'ai lu. Alors, vous allez me dire, ok, moi j'aime pas du tout Kant, j'aime pas la philosophie, donc vous allez passer au prochain bouquin. Je vous recommande de ne pas faire ça. Pourquoi ? Parce que le coût d'opportunité de ce petit clic que vous allez faire va en fait vous faire perdre beaucoup d'années en philosophie. Pourquoi ? Parce que enfin, chez Ellipse, ils ont fait une collection sur de la philosophie qui visualise et qui donc simplifie grandement l'accessibilité de la philosophie, même complexe, même analytique, comme chez Kant, comme chez Nietzsche, comme chez Spinoza, etc. Pourquoi je vous lis ça ? À 14 ans, le premier vrai livre que j'ai acheté par moi-même et dont je me suis dit qu'il allait m'ouvrir à la lecture, c'était Kant, c'était la critique de la faculté de juger, et ça a été peut-être le plus grand calvaire qui m'a coûté, je crois, 9 mois après d'arrêter de lire et de me dire que la lecture, c'était pas pour moi, tout simplement parce que Kant, dans le texte, est tout simplement illisible à 14 ans. C'est une montagne infranchissable, et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous le dis, après avoir lu peut-être une trentaine ou une quarantaine de bouquins sur Kant, toujours sous forme textuelle, toujours sous forme de conférences, sous forme de podcast, je peux vous le dire, en à peu près, oui c'est ça, à peu près 210 pages, Kant en schéma de Stéphane Hierès m'a réconcilié avec la pensée kantienne, et je pense, comme je l'ai acheté, il me l'a fait aussi avec la pensée nietzschéenne, en tout cas a mis, et c'est le concept, chaque chapitre, une introduction conceptuelle, voire même un cours complet sur la philosophie d'un des plus grands philosophes de tous les temps, à mon sens, et surtout de manière schématique. Vous allez avoir à chaque chapitre une synthèse sous forme de mind map, sous forme de schéma, sous forme d'explications qui vont vous permettre de comprendre une pensée extrêmement complexe, de la visualiser et surtout de vous la clarifier et de vous introduire de la plus belle des manières, à mon sens, à la philosophie, c'est-à-dire à travers une visualisation de la pensée. En termes de lecture intelligente, c'est absolument brillant. C'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois. Si vous avez, comme moi, un carnet de notes où vous prenez vos notes sur vos livres, faites de la visualisation de votre pensée. C'est absolument fondamental. Bah, écoutez, je vous en parle juste hier. C'est un petit peu le travail que j'avais fait sur un autre bouquin que je suis en train de lire. Travaillez avec ça. Et là, quand vous avez un agrégé de philo, un docteur qui vous partage sa passion pour Kant et qui clarifie sa pensée, enfin avec des schémas qui parlent entre eux et qui simplifient leur apprentissage, c'est absolument génial, c'est encore une fois d'utilité publique, juste foncez. Après tout, comme c'est le début d'année, je voulais reparler d'un livre qui moi m'avait profondément marqué quand je l'avais lu, notamment pour le projet qu'il s'est donné et surtout par la qualité de l'écriture qui est partagée. C'est l'Utopie de Thomas More. L'Utopie de Thomas More qui, à mon sens, est un ovni dans la littérature. C'est un bijou en ce sens que vous connaissez le concept de l'utopie, mais je pense que vous ne l'avez jamais lu ou vu traité d'une manière aussi belle, aussi nouvelle, aussi innovante que dans l'Utopie de Thomas More. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que souvent on parle de l'utopie comme un espèce de rêve naïf, déconnecté de la réalité. Moi, 2025, j'ai envie d'en faire
un projet utopique. Je vais essayer de développer. J'ai envie de vivre de mes activités de prof en lecture intelligente, etc. D'ailleurs, très prochainement, je vais vous partager un cours sur cette chaîne YouTube en live où je vais vous partager mes recherches et ce que je fais depuis à peu près 2-3 ans sur la littérature scientifique, sur la vie des grands lecteurs pour vous partager des outils de lecture intelligente. Et ce qui est très beau, c'est que l'utopie, en ce début d'année, je trouve, tombe à pic. C'est la lecture parfaite qui va vous permettre de comprendre déjà la construction d'une utopie. Là, on est sur un espèce de pays utopique, d'une espèce de ville utopique. Et Thomas More va vous créer une espèce de bulle hors du temps. Même si ça date, même si ça commence à dater, le texte est extrêmement limpide, extrêmement brillant vu l'époque à laquelle il a été rédigé, et surtout vous offre une réflexion sur vos propres contradictions, mes propres contradictions, en vous mettant face à l'acte de créer ce qui semble inconstructible, c'est-à-dire cette espèce de projet, cette espèce de fantaisie, de rêve, de mythe que quelqu'un a envie de rendre réel. Et ce faisant, vous voyez un grand écrivain se mettre sur un projet aussi complexe que ça et vous dire « voilà comment on s'y prendrait, voilà comment je m'y prendrais ». Et le gain de confiance en vous, le gain de plaisir, le gain en termes d'honneur, de bonheur même j'ai envie de dire, à lire, que ça vous donne et le transport que ça vous permet émotionnellement et intellectuellement vaut complètement les 150-200 pages de l'Utopie de Thomas More, qui est un classique, qui est un roman charnière dans l'histoire de la littérature britannique et que je ne vous recommanderai jamais assez de lire en ce début d'année. Bon, je suis désolé, je vais devoir vous faire un petit passage sur de la lecture intelligente. Là, je vais vous partager sur les 3 prochains bouquins une technique que j'ai développée ces 2 dernières années qui s'appelle le concept que j'appelle la lecture parallèle, c'est-à-dire la manière de choisir 2, 3, peut-être 4 livres qui communiquent, parlent d'un même sujet ou d'un sujet proche, mais du fait de leur pluralité de points de vue, du fait qu'ils viennent de plusieurs auteurs, vous permettent de vous immerger beaucoup plus en profondeur sur ce sujet, d'en avoir une compréhension beaucoup plus matricielle, beaucoup plus variée, et peut-être une immersion et un plaisir décuplés. Le premier livre des 3 qui va me permettre d'introduire à ce concept de lecture intelligente, que vous pouvez d'ailleurs voir en détail si vous rejoignez la newsletter, la majuscule. C'est directement accessible en commentaire et vous pourrez y avoir accès quotidiennement avec des mails de ma part sur des techniques de lecture intelligente. L'idée, c'est qu'on va commencer par Sénèque. Sénèque qui, dans L'éloge de l'oisiveté, peut être un des livres les plus kiffants à lire, tout simplement parce qu'il est extrêmement court, très très peu connu de la part des lecteurs français et francophones, je crois. Et Sénèque, surtout, très souvent minimisé par rapport à Marc Aurèle, qu'on rapproche parfois un petit peu bizarrement. Mais bref, ici, l'idée, c'est que l'oisiveté, autrement dire, je ne sais pas quel synonyme est-ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui, mais est vu comme une espèce de préparation active. Pour une fois, être oisif, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement positif. Et je crois, mesdames et messieurs, que c'est extrêmement réconfortant pour nous en tant que lecteurs, mais pour n'importe quel individu, n'importe quel citoyen, en ce début d'année, ralentir pour mieux avancer, je crois que c'est une belle résolution, révolution peut-être, pour ce début d'année. L'éloge de l'oisiveté, déjà, c'est la beauté de l'écriture de Sénèque. La beauté déjà de revenir dans le temps, de revenir chez un penseur, chez un philosophe, chez un fondamental. Et surtout, je crois que c'est la beauté de l'image qui, dans l'éloge de l'oisiveté, va vous transporter. C'est l'idée selon laquelle on va avoir Sénèque qui va comparer notamment l'oisiveté au marin qui attend le vent pour avancer efficacement sur la mer. C'est d'une beauté assez radicale, en ce sens que vous allez comprendre que ces espèces de temps morts que la productivité, le YouTube francophone, etc. vous partagent en vous disant « Ah là là, mais il faut toujours être productif, etc. etc. » Non, non, surtout pas. L'oisiveté est un outil pour la réflexion et la sagesse, et c'est sur cet angle, sur cette idée selon laquelle ce repli est une nourriture pour la pensée, que Sénèque va profondément vous soigner. Va vous soigner avec ses mots, va vous soigner avec sa pensée, et je crois va vous mettre sur les meilleurs rails pour commencer 2025. Maintenant, évidemment, on ne s'arrête pas là. L'enchaînement que je voulais faire, et qui je pense est extrêmement contigu avec Sénèque, c'est bien évidemment Alain dans Du bonheur et de l'ennui. Pourquoi Alain ?
Alain, tout simplement parce que, à mon sens, meilleur professeur de philosophie du XXe siècle, très très clairement, meilleur vulgarisateur de philosophie, meilleure introduction à la philosophie qui puisse exister dans la littérature francophone, de très loin. Émile Chartier, et qui est Alain, montre que l'ennui, lui, peut créer des éclairs de génie. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, je crois qu'il faut qu'on commence à recroire en nous, en France. Et puis à tous les francophones qui m'écoutent, hein, bien évidemment, et puis même si vous n'êtes pas francophone, croyez en votre génie, en le génie potentiel du philosophe qui vous montre que l'ennui, déjà dans le titre, du bonheur et de l'ennui, est profondément lié au bonheur. Et il va prendre des exemples, notamment, je crois qu'il y a un passage sur Newton, enfin en tout cas une petite anecdote sur Newton, et encore une fois, c'est la beauté du philosophe qui accepte de revenir au profane, et de se dire, bah oui, mais en fait, si tu regardes Newton, ce fameux mythe, cette espèce de pensée qu'on avoue sur le fait que, oh putain, il s'est fait... il y a une pomme qui est tombée sur sa gueule et donc il y a eu l'éclair de génie. Eh ben, je trouve qu'elle a de la beauté, tout simplement parce qu'elle donne de l'énergie, elle donne ce petit réconfort, elle donne ce petit sourire avec lequel vous me voyez parler. C'est ça, de lire du bonheur et de l'ennui, tout simplement parce que c'est la beauté du philosophe qui revient chapitre après chapitre sur des petits scuds, sur des petites pensées, des petites digressions philosophiques, sur la simplicité du bonheur et sur sa profonde connexion avec le fait de ne rien faire et de ne volontairement parfois ne rien faire, d'être nul, d'être là, d'être fatigué. Et pourtant d'y voir la profonde beauté et les profonds éclairs de génie qui peuvent en découler. Ça c'est absolument génial. Et pour terminer, notre lecture parallèle, le dernier bijou, la dernière pépite, à ceux notamment qui me reprochent d'être beaucoup trop occidentalo-centré, beaucoup trop français, à parler uniquement de la littérature occidentale. Là, mesdames et messieurs, j'espère que vous serez servis. Je vous parle évidemment du Tao Te Ching, de Lao Tzu. Ce bijou extrêmement court, il est plus fin que le diamètre de mes yeux. Et rien que pour ça, je crois que cette philosophie du non-agir qui nous vient d'Asie, cette acceptation totale du monde tel qu'il est dans sa simplicité, ça m'a rappelé un petit peu la découverte que j'avais fait de la philosophie comparée, de la philosophie croisée avec la philosophie indienne quand j'étais pendant mes études de philosophie, la découverte de tous ces nouveaux concepts, de toute cette nouvelle vision du monde, cette vision d'une civilisation, j'ai même envie de dire, parce que c'est ça, quand vous allez ouvrir le Tao Te Ching, c'est cette sensation, cette impression d'être autre part, de voyager intellectuellement, même métaphysiquement, vous allez vous dire « Ah putain, mais c'est fou !» Les concepts, les manières de penser, c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille cette lecture croisée entre Sénèque et Lao Tzu, c'est cette idée de voir au gré des pages les simples différences qu'il y a de concepts, de perception, de définition, d'approche, qui sont un souffle tellement nouveau pour votre esprit qu'il vous insuffle un bonheur, une plénitude et un plaisir de lire qui est juste révolutionnaire. Vraiment, vraiment, foncez lire ces trois en même temps. Au moins un des deux, en tout cas, je vous conseille. Mais franchement, la triplette Alain, Lao Tzu, Sénèque, c'est juste révolutionnaire. J'espère que vous allez apprécier ces lectures parce qu'elles sont fondamentalement géniales à mon sens. Je voulais terminer pour les lecteurs un petit peu utilitaristes qui m'écoutent. Évidemment, je sais qu'il y en a. Si on est sur une chaîne de lecture intelligente, fondamentalement, il y a des lecteurs utilitaristes. Mais peut-être que ce petit bijou, l'orateur idéal de Cicéron, un classique, certes, très peu connu en fait. J'ai pu parler avec un docteur en rhétorique. Et en fait, c'est très peu connu, les préceptes un petit peu cicéroniens. Mais ce qui m'a profondément marqué dans ce tout petit livre, hein, qui est vraiment des extraits, il y traite d'argumentation, de figures de style, de plaisanterie, bref, de la rhétorique. Mais je crois que ce qui est le plus beau, c'est que si on pense souvent que l'orateur, le grand penseur, c'est celui qui va bien parler, un petit peu à l'image de ce qu'on pourrait avoir chez Platon et avec les rhéteurs,
Eh ben, chez Cicéron, c'est assez différent. Il y a cette beauté de comprendre que ce qui importe dans votre prise de parole, c'est le fait de toucher l'émotion. C'est de, comme il le dit, savoir toucher l'esprit et le cœur. J'avais beaucoup aimé cette petite citation et qui montrait d'une certaine manière que la bonne manipulation des mots, le bon usage des mots est très très important. C'est d'ailleurs une de mes résolutions pour 2025. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je vous l'ai dit. Le bon emploi des mots, l'apprentissage de la langue française, mais non pas dans le fait d'utiliser des mots abscons, un peu complexes, etc. Ça, on s'en fout, mais c'est plus sur l'idée de poser les bons mots et de bien transmettre la bonne information. Typiquement ce que je fais sur ma chaîne. Et ce que je me disais, c'est que je crois que Cicéron était celui qui a déclenché vraiment, parce que je l'ai lu mi-décembre, et c'est ce qui a déclenché un petit peu en moi cette envie de comprendre ça, d'avancer d'ailleurs davantage dans l'art rhétorique. Euh, et parce que je le vois, en fait, j'ai même pas envie de vous en dire beaucoup plus. Ça, c'est vraiment juste cadeau pour moi, parce que je vous ai pas fait assez de cadeaux pour votre Noël. Mais l'utilité du beau et autres textes de Victor Hugo. Oh là 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 là. Bon, ouais, j'ai rien à dire. J'espère que juste avec mon rire et la petite larme aux yeux d'ailleurs que je commence à avoir juste en rigolant. Je vous laisse juste avec cette phrase, hein. Le mystère de l'art commence à opérer. Toute œuvre d'art est une bouche de chaleur vitale. Bref, je vous laisse avec ces bouquins. J'espère qu'ils vont vous aider à vous remettre à lire. Si vous voulez plus d'astuces de lecture intelligente, rejoignez la newsletter. Je sais que vous allez adorer. C'est semaine après semaine les meilleurs conseils que je peux vous partager, basés sur la science, basés sur des tests avec des lecteurs que j'ai pu accompagner. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.